la négation systématique. Alors, Monsieur le Président... Vous rapportez les preuves. Oui. Voilà. Je vous dis que M. Dabira, qui fait confiance à la justice de son pays, ne dit pas la vérité. Il ne fait pas en réalité confiance à la justice de son pays. Le général Dabira est l'un des généraux les plus anciens de l'armée congolaise, depuis l'armée populaire nationale. Ça veut dire qu'il est aussi l'un des généraux les plus rompus, parce que les autres qui sont là, c'est la classe 75. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le général Dabira est l'homme qui maîtrise mieux la situation des forces armées congolaises. Il y avait 103 ninjas arrêtés. Mais où est-ce que vous les avez mis, puisque la justice n'a été jamais saisie? Voilà de grands bandits que la justice devrait juger. Où est-ce que vous les avez mis et où est-ce que vous avez mis les personnes enlevées? C'est pour arriver à l'existence de Joël, Monsieur le Président. Je crois que il ne faut pas faire semblant de ne pas écouter. Il a été dit clairement ici par le colonel Tchourou que les ninjas qui étaient arrêtés étaient dans les geôles de la DCRM et interrogés à ce niveau. Quand est venue la paix, qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu une partie qui a été libérée et l'autre partie qui aujourd'hui sert dans l'armée. Mais il le sait. Non, je ne le sais pas, mais je vais vous le prouver. Moi, je veux prouver, Monsieur le Président, j'ai de preuves que, au niveau de l'armée, il existe une justice privée. Ils arrêtent. Monsieur le Président, suivez-moi très respectueusement. Je vous suis... Au niveau de l'armée, il existe une justice privée. Voilà comment elle opère, cette justice. On arrête les gens. On les garde dans les geôles, à la DRM ZAB, à la DCRM, à la GR. Comment ça se passe? Ceux qui partent à la GR sont interrogés par un officier, l'officier instructeur. C'est pourquoi je vous disais que je voulais que vous reveniez sur le colonel Mbouassa. Le colonel Mbouassa interroge, c'est l'officier instructeur au niveau de la GR. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil très hospitalier. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. Dans le cadre de l'évocation du procès du Beach, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, évoque le procès du Beach, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité.
Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venu les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, évoquent le procès du Beach. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Tiassé. Bonjour et bonsoir. Alors donc je passe au témoignage. Le 18 décembre 1998, le rescapé qui nous a fait ce témoignage vivait à Makelekele avec sa famille. Pendant le déclenchement de la guerre, ils ont tous fui dans les villages du Pou, plus précisément à Fota, un village du district de Boko, après la rivière de la Foulakari. Donc après l'intensification des combats dans le Poul, sa famille et lui ont traversé le fleuve, comme beaucoup de gens le faisaient déjà en prenant la pirogue le vendredi 7 mai 1999. Très tôt le matin, donc arrivé dans un village qui s'appelle Sefo, en RDC, ils sont bien reçus par des militaires de ce pays. Il y avait beaucoup de réfugiés venus du Congo, Brazzaville, des jeunes, des enfants, des hommes et des femmes adultes. Le samedi 8 mai, les militaires de la RDC les ont accompagnés à pied jusqu'à Kazangoulou. Ils ont marché pendant deux jours avec les militaires. Ils sont arrivés à Kazangoulou le dimanche 9 mai à 7h50. Le service d'immigration et la police les enregistrent. Le HCR se trouvait à Bazangungu. Ils sont évacués par train à Kinshasa. Arrivés à la gare de Kinshasa, le mardi 11 mai, ils ont été conduits directement au beach Ngobila de Kinshasa. Les agents des services d'immigration qui les accompagnaient ont fait des formalités pour eux à l'ambassade du Congo-Brazzaville. Le consul du Congo à Kinshasa était là en personne pour leur parler et les rassurer en disant « Rien ne va se passer de mal pour vous. Vous allez rejoindre vos parents à Brazzaville. » Parmi les réfugiés, plus de 63 personnes venant de Kazangoulou ont été enregistrées. Le consul et une dame de l'ambassade du Congo, donc en RDC, les ont accompagnés dans le bureau pour la traversée. Ce 11 mai 1999, ils ont quitté le beach de Kinshasa à 15h50. Ils sont arrivés au beach de Brazzaville à 16h30. Juste avant que le bateau n'accoste, ces réfugiés avaient remarqué qu'il y avait des militaires tout au long de la rive. C'est comme si on attendait des prisonniers politiques. Il y avait un bateau spécial pour les réfugiés qui rentraient et un autre bateau pour les passagers ordinaires. Lorsqu'ils sont descendus avec le consul et la dame qui l'accompagnait, la police a accueilli tout le convoi en demandant aux passagers de former 2 rangs, un pour les hommes et un autre pour les femmes. C'est là qu'il faut signaler les faits dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire les disparitions, les enlèvements d'abord et les disparitions. Lorsque les pauvres réfugiés descendaient du bateau, les militaires soutiraient au hasard des hommes adultes ou jeunes et s'éloignaient au bord du fleuve. Par la suite, on entendait des coups de feu. Je vous fais état là du témoignage que j'ai reçu du rescapé.
on ne savait pas ce qui se passait. Et d'ailleurs, ce témoignage a été bien enregistré par le ministère de la Justice et par le parquet de Brazzaville. C'est bien plus tard que les réfugiés ont compris qu'on les exécutait en jetant les corps dans le fleuve. 2 rangs étaient formés, les femmes passaient dans un box, on les palpait et on vérifiait leurs bagages, les hommes de même dans un autre box, les femmes et les petits-enfants passaient librement après cette fouille, mais les hommes passaient ensuite dans un salon devant un comptoir et étaient interpellés, certains d'entre eux au hasard. « Monsieur, passez par ici ». On les mettait derrière un comptoir, tandis que d'autres avaient la chance de sortir. Celui qui nous a fait ce témoignage s'est retrouvé parmi les 14 personnes qui étaient retenues et placées derrière le comptoir. Le plus jeune d'entre eux avait 13 ans. Ce jeune garçon, était soutiré des mains de son père. Ce dernier était parti seul, sans son enfant. Depuis leur arrivée au beach, jusqu'à la tombée de la nuit, ils entendaient toujours des rafales d'armes légères au bord du fleuve de manière sporadique. Alors, ce rescapé qui témoigne avait pris son courage et demandé aux policiers pourquoi ils étaient retenus derrière le comptoir. Le policier lui répondra « Nous avons besoin de prendre quelques informations auprès de vous », ce qui rassura l'incrédule rescapé. Alors, quelques instants après, le même policier ordonne, compte tenu de l'insécurité qui règne ici, les gars, nous sommes obligés de vous garder à vue. Voilà, témoigne le garçon. Il dit, déshabillez-vous. Donc, le policier qui les avait vus. Ce que nous avons fait sans la moindre protestation, va déclarer le rescapé. Jusque-là, le consul est dans l'enceinte du beach. Les rescapés l'apercevaient quand il est passé au salon. Ils ont même fait des grands signes pour qu'il les fasse libérer. Mais il est passé dans l'indifférence. Quelques instants après, ils étaient conduits dans un urinoir, toujours dans le même bâtiment. Ils ont été enfermés dans cette petite pièce. C'est alors qu'ils avaient réalisé qu'ils allaient être exécutés. Vers 19h, il n'y avait plus de militaires et des policiers au beach. Un grand camion a klaxonné. Le policier va leur demander de s'habiller et de reprendre leurs bagages pour entrer dans le camion, une Toyota DA. Sur la portière donc du côté chauffeur de ce camion, le rescapé qui nous raconte l'histoire avait constaté qu'il y avait une étiquette blanche à Jeep Recherche Clinique Mobile. Le camion a été chargé de militaires. Dès qu'ils sont montés, ils se sont mis à les frapper de coups de crosse. Ils s'écriaient « Oh, les ninjas, vous êtes venus? Tokobo Mabino !» C'est en lingala, donc en français on dit « On va vous tuer !» Dès que le véhicule a démarré, il y a eu coupure d'électricité dans la zone, même dans la ville, tout était noir. Les réfugiés étaient tous couchés dans le camion. Ce rescapé qui nous a rapporté ce témoignage connaissait la ville. Il a de la mémoire pour repérer l'itinéraire emprunté par le camion en regardant le sommet des immeubles. Il va nous déclarer le camion est passé devant la tour Nambemba, l'hôtel Mamou Palace, l'hôtel de ville, le lycée Lumumba, l'inspection générale de l'État, et ensuite il a viré à gauche. Dès que le camion a franchi le portail, les militaires se sont écriés « Les amis, avancez, nous avons du gibier !»
nous rapporte donc le témoin oculaire, donc qui était également victime. Puis dès que le camion s'est arrêté, les militaires qui attendaient là se sont précipités dans le premier camion et la bastonnade avait commencé. Chaque militaire venait avec son arme, couteau, poignard, coup de crosse, barre de fer, etc. C'est à ce moment-là que notre témoin survivant a eu des coups de poignard à la tête, à l'avant-bras et aux fesses. Pour eux, il fallait les saucissonner, pendant que le jeune sudiste réfugié descendait en criant, le sang coulant de partout. 3 d'entre eux sont soutirés. Un officier est venu et il a ordonné aux militaires « Arrêtez maintenant, faites-les descendre ». Les militaires avaient déjà pris tous leurs biens. Après cette intervention, ils sont conduits dans une cellule dont les fenêtres ne portaient pas des grilles. Ils sont mis à poil, leurs plaies saignaient abondamment. À travers les fenêtres, ils pouvaient voir que les militaires brûlaient leurs documents, puis ils venaient et pissaient sur eux, à travers la fenêtre en les injuriant, en leur promettant la mort. Les urines faisaient évidemment très mal à leurs plaies. Ils criaient, ils pleuraient. Le jeune garçon de 13 ans était toujours là, blessé, et il pleurait sans s'arrêter. Dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 mai, les militaires venaient et tiraient un coup de feu au hasard dans la cellule. À travers la fenêtre, ils visaient les jambes. Ils avaient un supplice. Ils démontaient une balle de Temaka et la remplaçaient par des tessons de bouteilles et tiraient sur la face des détenus pour brûler leur visage et crever les yeux. Ceux qui refusaient de regarder le canon pour subir ce supplice étaient exécutés. Le mercredi 12 mai, au matin, un officier les avait enregistrés, nom, prénom et adresse à travers la fenêtre. Ils ont donc aperçu un officier français en tenue militaire. Connaissant alors ses grades, ils l'ont interpellé. « Mon colonel, mon colonel, mon colonel, nous sommes détenus ici et nous sommes innocents. Faites quelque chose pour nous libérer. » Avaient crié les jeunes. Et le colonel de répondre, « Vous savez, beaucoup de Français sont tombés au front. Ils ont été tués par vos parents. Je n'y peux rien. Mais vous allez sucer mon cul. » Répond donc l'officier français. Il est parti. Les pauvres ne savaient plus à quel saint se vouer. Dans la matinée même, ils ont aperçu un officier des forces armées congolaises. Ce dernier, voyant les menaces que les autres officiers Korokoro, c'est-à-dire des recrues Cobra de l'armée, proféraient à leur endroit, les a déplacés après les avoir enregistrés, nom, prénom et adresse. Il leur a mis dans une autre cellule, dont la fenêtre donnait sur l'avenue Goudronnet. Dans cette cellule, il y avait beaucoup de jeunes originaires du Poul qui avaient également été arrêtés au beach. Ces jeunes leur disaient que dans cette cellule, on ne pouvait plus s'attendre à un quelconque secours, car à tout instant, les militaires venaient prendre les détenus pour aller les tuer. Il fallait simplement prier, car le secours, c'était Dieu dans les circonstances où ils se trouvaient. Et ils se sont mis à prier comme des musulmans, tête face au sol. Dans tous les bâtiments du voisinage, il y avait des cellules où étaient détenues de nombreuses personnes et le rythme des exécutions était régulier. Avant d'aller tuer, les militaires poussaient un cri « Moulari !» Quelque temps après, on entendait des bruits de bottes, puis des coups de feu d'armes légères. On avait aussi remarqué qu'à chaque fois, ces coups de feu étaient suivis de détonations lourdes, puis ensuite c'est le silence. Le mercredi 12 mai 1999 correspond à l'attaque par les ninjas de la banlieue nord de Brazzaville, particulièrement dans les quartiers Kombo et Masengo. Il y avait plusieurs mercenaires français tués, semble-t-il, et l'armée congolaise
avait également enregistré les pertes. Ce mercredi 12 et le jeudi 13, les Cobras en colère ont pris les détenus qu'ils ont exécutés. Ils défonçaient même des portes des cellules pour les en sortir et accomplir leur sale besogne. La journée de ce mercredi 12 mai a été particulièrement sanglante. Les militaires avaient enlevé des centaines de jeunes d'un convoi du HCR arrivé en fin d'après-midi au beach. Ils étaient transportés dans les minibus Toyota Coaster et des 4x4 Toyota Hilux. Les véhicules avaient fait plusieurs tours au beach. Tous ces malheureux n'étaient pas enregistrés. Le lendemain, on apprenait sur une station de radio étrangère, qui écoutait d'ailleurs les officiers non loin de leur cellule, que l'armée congolaise avait tué 400 civils. Certains officiers boudaient en disant 400 et l'équi, ce qui signifie 400 c'est trop. Cette nuit-là, du mercredi 12 au jeudi 13 mai, les militaires s'étaient beaucoup employés à exécuter les civils enlevés au beach. Mais compte tenu du spectacle que les réfugiés apercevaient, des gens qu'on tuait, tous les détenus étaient pris de malaise, d'émotion, de frayeur. Ils étaient tous malades. Celui qui nous rapporte ce témoignage faisait donc une hémorragie nasale. C'est comme s'il pissait du sang à l'anus, m'a-t-il raconté. Dans cette nuit, un officier est venu ouvrir leur cellule. L'un des détenus déclare qu'il est malade. Et il fait une forte fièvre. Et l'officier qui était venu ouvrir la cellule répondra « Ah bon, tu es malade ?» Mais viens, il le fait sortir et referme la cellule. Quelques instants après, des coups de feu retentissaient. Ce détenu a été exécuté. Il n'est plus jamais revenu parmi eux. Donc le 13 mai 1999, vers 14h, un capitaine est venu leur annoncer qu'ils allaient être déférés à la gendarmerie. Parce que c'était la gendarmerie qui se chargeait de l'instruction des dossiers. Quelques instants après, il a ouvert la cellule en leur demandant de monter dans le camion. Seulement, en même temps qu'ils montaient dans le camion, quelques militaires portaient des bérets rouges chargés des munitions dans la cabine. C'est alors que notre capitaine à l'étage leur a demandé à haute voix « Les gars, où allez-vous » ? « Nous amenons ces éléments à la gendarmerie », a répondu l'un d'eux. Le capitaine leur a répliqué « Vous allez à la gendarmerie sans signer la décharge ? Venez signer la décharge. » Lorsqu'ils sont montés à l'étage pour signer la décharge, les détenus ont entendu dire « Remettez-les dans la cellule. » Je m'en charge. Aussitôt, on a fait descendre tous ces détenus réfugiés à coups de crosse. Alors ils sont repartis dans leur cellule. Quelques instants plus tard, le même groupe est revenu ouvrir la cellule en demandant lesquels devaient partir à la gendarmerie. On en a compté 11 et on les a mis de côté. Ils ont compté 11 autres détenus et ils les ont sortis en leur demandant de raser le mur. Quelques instants plus tard, des rafales d'armes légères et des détonations lourdes ont été entendues par les détenus. Après, donc, c'est le silence. Puis ils sont revenus, ils ont de nouveau ouvert la cellule, ils ont demandé « Où est le sac bleu ?» Alors c'est comme s'ils avaient une indication. Donc où est le sac bleu? On a fouillé dans la cellule, on l'a trouvé, ils sont ressortis avec et ils ont trouvé de l'argent. Ils sont revenus menaçants. Vous avez de l'argent? On doit vous fouiller tous. Ils se sont mis à les fouiller en introduisant même les doigts jusque dans l'anus. Ils ont trouvé de l'argent auprès de certains d'entre eux. Chaque nuit, il y avait des gros chiens porteurs de grelots, très modernes au cou. La nuit du jeudi était plus ou moins calme, tout comme la journée de vendredi. Et ces chiens, les gens semblent dire que ce sont des chiens amenés par
amenés par la force militaire française. Le samedi 15 mai, vers 16h, ils ont aperçu dans leur cellule un groupe de jeunes qui étaient libérés, qui marchaient encadrés par les militaires le long du goudron, donc à côté de la BDAC. Parfois les militaires arrêtaient un taxi et faisaient rentrer ces jeunes. Dimanche 16 mai, alors, si eux ils ont vu du côté de la BDAC, ça veut dire que ils étaient enfermés du côté où on a mis après le protocole national. Je crois le protocole national. Donc jeudi 16 mai, la journée était très calme selon eux. Pas de coup de feu, mais dans la nuit, un sergent était venu leur dire: les gars, demain à 7h, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Pétrifiés, les pauvres réfugiés et détenus savaient que la bonne nouvelle chez les militaires, là où ils étaient incarcérés, c'était la mort. Mais lundi 17 mai avant 17h, le même sergent est venu et a ouvert la cellule. Vous êtes là? Donc, dit ce sergent. Il les a regardés, puis il a refermé la cellule, puis plus rien, jusqu'à 12h. Quand un autre sergent leur a parlé à travers la grille de la fenêtre de leur cellule, les gars, portez quelque chose. Nous allons faire quelque chose pour vous libérer. Évidemment, ils ne croyaient pas à cette promesse. C'est 14h, un capitaine qu'ils n'avaient jamais vu là, depuis leur détention, est venu ouvrir la cellule. Il était seul. Il leur a dit: les gars, si je vous amène au site de l'ENAM, est-ce que vous pouvez retrouver vos familles? Ils ont donc répondu oui. Il les a demandé ensuite de porter quelque chose pour cacher leur nudité. Puis il est parti. Vers 18h, ils ont entendu un véhicule s'approcher du bâtiment de leur cellule. Puis le même capitaine a ouvert de nouveau la cellule en disant: les gars, je suis venu, apprêtez-vous. Vous allez dans le véhicule, entassez-vous. Quand je vais démarrer, celui qui tombe, il reste. Ils étaient que 11 dans la cellule et les 11 en provenance de Kazamboulou. Arrêtés donc le mardi 11 mai au beach, comme je l'ai mentionné au début de ce récit. Il leur a fait sortir. Ils sont allés tranquillement dans le véhicule, sans faire de bruit. Il faut dire qu'avant qu'ils n'ouvrent la cellule pour les libérer, le capitaine bien intentionné avait donné des ordres aux cobras qu'ils étaient de garde. Toi, va m'acheter du pain. Toi, de la bière. Vous allez vous mettre en poste là-bas, a-t-il ordonné. Dans le véhicule, il y avait un autre militaire assis dans la cabine portant un chapeau de brousse. Au moment où ils sont montés dans le véhicule, ont surgi deux cobras armés. Ils ont demandé au capitaine de les amener, croyant qu'ils partaient à l'abattoir, c'est-à-dire pour exécuter les pauvres réfugiés. Alors le capitaine leur a répondu en disant: je ne peux pas vous emmener parce que vos armes ne répondent pas souvent au fond. Si vous voulez partir avec moi, allez remettre vos armes au magasin. Moi, je travaille avec mes propres armes. Et aussitôt, il leur a montré les armes sur la banquette de la deuxième cabine. Les deux cobras ont couru au magasin remettre leurs armes et sont vite revenus monter dans le véhicule, dans la deuxième cabine. Les rescapés étaient donc seuls derrière. Quand le véhicule a démarré, les coups de feu ont éclaté de partout par des cris. Ah, Bakimi, Bakimi! C'est-à-dire, ça c'est en lingala. Et ils ont fui. Alors le capitaine s'est alors arrêté, il a ouvert la portière et s'est mis debout, le bras droit sur la cabine et le bras gauche sur la portière ouverte. Il a crié: je suis capitaine X de la compagnie X, régimentant X. Et il a terminé par ses propos en disant: à l'instant où je parle, arrêtez de tirer, ou je vais vous tuer tous. Il s'est retourné vers les réfugiés, les détenus, les réfugiés détenus, pour dire: vous avez suivi les gars, ce n'est pas facile de sortir d'ici, mais nous allons sortir.
Puis il a démarré le véhicule en trombe. Et ils sont partis. Ils ont emprunté l'itinéraire suivant, commissariat central, rond-point du CCF, maternité Blanche-Gomez, boulevard des Armées, puis il a viré à droite pour aller vers l'ENAM, mais juste au panneau stop, en face de l'immeuble des Italiens, il s'est arrêté, il est sorti du véhicule et il leur a dit « Descendez les gars, vous êtes libres ». Et pour leur indiquer les voies à suivre, il s'est mis debout au bord du boudron en tournant le dos à Bakongo et leur a dit à droite vous avez le site de l'ENAM, à gauche l'avenue Lutassi qui vous conduit au plateau des 15 ans et à Mukondo en face. Le pont du Centenaire vous conduit à Mungali, Potopote et Wenze. Ce sont les seules directions que vous pouvez prendre. Aussitôt, ils l'ont profondément remercié. Certains d'entre eux offrirent une parcelle de terrain en guise de remerciement, parce qu'il leur a sauvé la vie. Le jeune garçon de 13 ans qui lui a demandé de le conduire chez sa mère, une femme d'affaires, pour lui offrir la somme de 300 000 francs CFA, à toutes ses promesses de cadeaux, le capitaine répondait « pas question, pas question ». Voyant cela, les deux Cobras qui avaient pris place dans la Toyota double cabine sont intervenus en lingala en disant « Vieux, toyokanaki boyete, tokanisaki te, tobimaki, ponako boma bango, ndeo yi kobimisa bango ». Donc la traduction, vieux, nous ne sommes pas entendus comme ça. On pensait qu'on partait pour les tuer. Or tu es venu les sauver. Pris de colère, le capitaine leur a rétorqué d'un ton menaçant. Jusqu'à quand cette affaire? Il y a longtemps que vous avez commencé. Aujourd'hui, que voulez-vous encore? Puis il a pris son revolver dans la cabine du véhicule, engagé la balle pour tirer sur les deux cobras qui n'étaient pas armés. Puisqu'ils avaient laissé leurs armes au magasin, en ce moment-là, les réfugiés rescapés des enlèvements et séquestrations du beach sont tombés sur lui pour l'empêcher de tirer en le suppliant « Capitaine, capitaine, laissez-les, vous nous avez sauvé la vie, laissez ceux-là aussi en vie. » Il les a compris, puis ils se sont séparés. Voilà, je termine cette partie par ce témoignage d'un des rescapés du beach. Il y en a bien d'autres. Nous avions recueilli de nombreux témoignages du déroulement de ces crimes. Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est génial. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Le ministre de la Défense nationale, à un moment donné, a eu à commettre l'inspection générale des armées, non pas pour les faits spécifiques du beach, mais pour le désordre et le dysfonctionnement qui régnait au sein des forces armées. Et a mis en place une commission qui a fait rapport au ministre de la Défense, et c'est le ministre de la Défense qui en est le détenteur. Alors vous n'instrumentez que sur ordre du ministre de la Défense? C'est que le ministre de la Défense doit, pour faire mouvoir l'inspecteur général, faire une commission. Cette commission est un document utile et indispensable pour que l'inspecteur général des armées puisse se rendre au sein des troupes. L'inspecteur général des armées joue un rôle administratif et n'a pas droit de prendre des décisions d'initiative. Il n'a pas ce qu'on appelle aujourd'hui un droit d'inspection générale et permanent sur les forces armées. L'inspecteur général jouant un rôle de conseil auprès du ministre de la Défense n'a pas de troupes à sa disposition. J'ai des inspecteurs qui travaillent à mon compte. Cet inspecteur qui travaille, et puis quand il y a un problème d'ordre, un dysfonctionnement d'ordre administratif et logistique, nous nous rendons sur les lieux et on rend compte au ministre de la Défense du dysfonctionnement
Au besoin, on propose des sanctions qui peuvent permettre au ministre de la Défense de prendre une décision en pleine connaissance de cause et d'effet. Quand le ministre de la Défense vous a-t-il commis de constater le désordre et le dysfonctionnement qui régnait au sein des forces armées congolaises? Est-ce que cela c'est avant l'affaire du Beach ou après l'affaire du Beach? Ça date au mois de février. Je crois. Et l'affaire du Beach, c'est au mois de mai, je crois. Et donc, sur l'affaire du Beach, vous ne connaissez absolument rien? Non, je ne peux pas dire que je ne connais absolument rien. On a parlé de bien des choses dans les journaux et l'affaire du Beach arrive justement en ce moment-là. J'ai eu mon très cher ami Twanga, il se plaignait de la disparition de son fils. Et j'ai eu à répondre au colonel Twanga en lui disant tout simplement que si ce qu'il dit est vrai, je compatissais avec lui, mais tout ce que je sais, c'est que le commandement n'a pas donné un ordre de ce genre. Le commandement ne peut pas se permettre de donner un ordre pour que les citoyens soient massacrés. De toutes les façons, il avait le droit de toucher la justice, d'écrire à la justice pour que la justice se saisisse de ce problème et qu'il soit mis au clair. Je me rappelle bien qu'à l'époque, il y a eu même l'ambassadeur, il y a un ambassadeur qui avait perdu sa femme, les gens avaient braqué à Tarangaï, ils ont dû tuer sa femme pour une affaire de 7000 francs, ce genre. Et très souvent on accusait les jeunes militaires et il a fallu qu'on puisse regarder de près ce genre de problème. Vous n'avez donc eu aucune instruction administrative afin d'enquêter sur cette affaire? Aucune instruction administrative de la part de mon ministre pour pouvoir instruire cette affaire. Néanmoins, l'affaire, au moment où elle s'éclate, la justice est déjà saisie. Parce qu'après que Twanga, le colonel Twanga soit venu chez moi, aussitôt il a écrit, il a fait une plainte. Et quand nous nous sommes vus en privé, puisqu'on restait toujours des amis, on se retrouvait dans des veillées, il m'avait dit, tiens, le conseil que tu m'avais donné, je l'ai mis en pratique, j'ai fait une plainte. Vous ne l'avez pas aidé à chercher par-ci, par-là, son enfant? Vous n'avez pas fait des démarches ensemble dans ce sens? En ce temps-là, je crois que le chef de la GR n'était pas sur place. J'ai rencontré des adjoints qui étaient là-bas, tout en cherchant à savoir s'il y avait des géoles, s'il y avait... Parce que pour moi aussi, je devais m'intéresser à ce genre de choses. Malheureusement, je n'ai pas pu remarquer une quelconque présence des géoles, ni de la présence du fils Twanga. Et quand nous nous sommes revus, je lui ai dit, j'ai fait tout ce que je pouvais. Mais si votre fils était vraiment arrivé, je ne peux pas aujourd'hui dire ce qu'il en est devenu. Et je le lui ai dit. Vous vous êtes transporté à la JR et vous avez écrit dans sa lettre JR. Et vous avez constaté qu'il n'y avait pas de géole là-bas. En tout cas, personnellement, quand je me suis rendu à la GR, tout le monde peut se rendre aujourd'hui au bâtiment blanc qui est là et remarquera qu'il n'y a pas de géoles où on peut mettre des milliers de personnes, comme on semble le dire, des centaines de personnes. Allez-y. Accusé Dabira, la rumeur, les journaux, est-ce que vous avez pris l'initiative d'en discuter quand même avec le ministre pour lui dire, bon, monsieur le ministre, voilà ce que j'apprends, est-ce que vous êtes au courant? Donc le ministre devait être au courant du fait que il y a des rumeurs qui se racontent et qu'on a porté plainte, qu'il y a une plainte qui circule. La justice devait suivre son cours. Et je crois que plus que la justice, il faut quand même qu'on ait confiance en notre justice. Accusé Dabira, vous souteniez tout à l'heure que vous aviez des bons rapports avec M. Twanga.
Et vous savez que cette affaire porte bien votre nom. C'est l'affaire Dabira et autres. Voilà. Mais Twanga était un ami. Twanga connaissait que j'avais une famille en France. Twanga connaissait que j'avais un pavillon en France, j'avais une maison. Il pouvait arriver chez moi. S'il avait fait, je pouvais lui donner 10 francs. Et moi, quand j'avais fait pour lui donner 10 francs, on se rencontrait. On était des amis. Pour Twanga, s'étant fait réfugié en France pour des raisons que nous connaissons, pour lui, Dabira, même étant son ami, il fallait qu'il trouve une porte d'entrée pour faire éclater l'affaire. Monsieur le procureur général. Oui, monsieur le président. Général Dabira. Je ne demande pas des précisions, mais approximativement, tout simplement. À quel moment avez-vous connaissance de cette disparition du beach? Comme tout le monde, hein, je crois que c'est d'être le journal de l'Observateur qui avait écrit, parlait de 1500, de plein de choses. Je crois que c'est ce journal qui avait comme alerté tout le monde, à ce moment-là. Ouais. Est-ce avant que Twanga vous ait saisi ou après que Twanga vous ait saisi? Ça doit être presque dans le même temps. Presque dans le même temps. Vous avez dit que vous êtes conseil du ministre. Mais en cette qualité, étant au courant de ces rumeurs de disparition, est-ce qu'il ne vous revenait pas de devoir de suggérer au ministre une quelconque enquête? À partir du moment où le parquet est saisi, ou bien le procureur de la République est saisi, je crois que le ministre devait laisser la justice se faire. Ça, c'est mon point de vue. Parce que moi, si je pose la question, c'est parce que vous avez affirmé que l'enquête administrative qui avait été ordonnée ne concernait pas, à proprement parler, ce problème. Voilà. Bon. Et ce problème jaillit. Vous dites que la justice a été déjà saisie, mais c'est un problème qui peut éclabousser l'armée entière, dans son honneur et sa réputation. Et tel, même s'il y a une procédure judiciaire qui a été enclenchée, mais au moins au niveau de l'armée, vous deviez réagir. Je ne peux pas en ce moment précis dire que quand nous avions fait ce rapport, que je n'ai pas donné des conseils au ministre. C'est justement là ma question. Suggérer au ministre, justement, une enquête en ce sens. Je vous ai dit que ça regarde le ministre. Donc, dans votre rapport, vous avez fait au moins état à un conseil éventuel dans ce sens. Je n'ai pas le rapport avec moi ici. Je ne peux pas l'attester. Mais je sais que le ministre devait être bien conseillé. Par vous. Par vous. Oui, oui, c'est une commission. Hein, Est-ce que pendant cette période trouble-là, d'avril jusqu'en mai ou juin, vous aviez eu à intervenir pour un parent, le retirer de quelque geôle qu'il soit? Non, malheureusement, je n'ai pas eu, en dehors de Twanga qui est venu me voir personnellement, en tant qu'ami, personne d'autre n'est venu me voir. Non, quand je parle de parents, c'est un parent en lien assez étroit avec vous-même, non? Avec moi? Oui. À ma connaissance, non. Monsieur l'avocat général. Accusé Dabira, est-ce que vous pouvez nous dire, en votre qualité d'inspecteur général des forces armées, alors que vous sachiez qu'il y avait encore des troubles, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, il y avait encore beaucoup de désordre et de dysfonctionnement au sein de l'armée, pourquoi n'avez-vous pas conseillé au gouvernement à l'époque de ne pas faire rentrer les réfugiés, sachant qu'il y avait encore du trouble dans Brazzaville? En ce qui me concerne, j'ai, en tant qu'inspecteur général, je ne pouvais conseiller à mon ministre que de pouvoir
continuer sur le chemin de la paix. Mais la paix, il faut la faire à deux. Malheureusement, on la faisait seule. La partie civile, Maître Kenon. Merci, Monsieur le Président. J'ai sous les yeux copie de la lettre adressée par M. Dabira à M. Twanga. Sur le paragraphe 3 de cette lettre, Monsieur l'inspecteur général avait écrit « Effectivement, j'avais été commis par le ministre à la présidence chargé de la défense nationale pour enquêter sur les dérapages de la force publique et autres cas de dysfonctionnement du système de défense et de sécurité de notre pays. » Effectivement. Monsieur le Président, c'est dire que l'arrestation, la nouvelle de l'arrestation du fils Twanga n'était pas une surprise alors pour M. Dabira. Est-ce le cas? Il s'adresse à un ami. Donc j'ai l'honneur de solliciter votre personnel et partenaire contribution, ainsi que l'attention de la commission que vous avez l'historique privilège de privilégier au fin de retrouver vivant mon fils arrêté par la garde républicaine dans les circonstances suivantes. Je n'ai pas dit que cette commission qui est mise en place trouverait obligatoirement son fils vivant ou... Non, je dis qu'effectivement, il y a une commission qui est mise en place. Point. Monsieur Dabira, vous dites que vous avez reçu mandat de votre ministère pour enquêter, pour inspecter sur les probables cas de désordre et dysfonctionnement de l'armée. Est-ce que lorsque vous recevez cet ordre d'investigation de votre hiérarchie, l'affaire du Beach, l'affaire des disparus du Beach existe déjà? Est-ce qu'on en parle déjà? Ou vous faites extension de votre commission jusqu'à l'affaire du Beach parce que la commission avait été mise en place avant et l'affaire du Beach est arrivée pendant que la commission instrumente? Je vous dis que dans l'armée, on n'instrumente que ce que le ministre dit. Voilà. Voici la commission. La commission a on peut dire, trois sous-titres. Premier sous-titre, commission Bilolo, Académie, banlieue. Deuxièmement, il passe sous-commission Légion. Je pense que vous permettez de ne pas en parler. Ensuite, il passe sous-commission des enlèvements, braquage et pillage. La commission enlèvement, braquage et pillage, à l'époque, je précise bien que les pillages et les braquages qui sont en vogue, c'est les pillages de Poto-Poto, de Bakongo, où les jeunes étaient en train de pouvoir... il y avait un certain désordre. Et le ministre s'intéressait beaucoup plus à ça. Est-ce qu'à cette époque, on parle déjà des disparus à du cette Beach? époque, on ne parle pas de manière formelle des disparus du Beach. Le ministre n'en a pas eu connaissance. De toute façon, les disparus du Beach n'apparaissent que bien après. Quand les journaux, ainsi de suite. L'inspecteur général avait été commis pour enquêter. Enquêter, je pense que cela suppose établir les faits, dénoncer leurs auteurs, établir éventuellement les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis. Dans la mesure où nous savons désormais que cette enquête, elle s'est faite
de façon circonscrite, de par la lecture de... Je crois que c'est la note de service prise par le ministre de la Défense, dont lecture vient d'être faite. Mais peut-on au moins savoir quels en sont les résultats? Est-ce que vous avez dressé un rapport à la suite de cette... c'est une note de service? C'est la pièce toujours la même. Hein. Ouais. Nous avons dressé un rapport que nous avons remis au ministre de la Défense, et c'est le ministre de la Défense qui en fait sa matière. C'est comme ça que ça se passe. Si j'ai bien compris, aucune mesure n'a été prise à l'issue de cette enquête. On oublie trop vite, ouais, trop vite. On oublie que le colonel Ndenga à l'époque avait dû beaucoup batailler pour mettre de l'ordre. On oublie que le général Garcia avait été nommé, malgré le fait qu'il était déjà chef, on l'a responsabilisé pour s'occuper de la police militaire. On oublie qu'en ce moment, plusieurs mesures ont été prises pour empêcher que ces braquages continuent. C'est la paix aujourd'hui, on peut tout oublier. Je lis au paragraphe 5, tout en accordant une attention particulière à cette situation, je vous demande de persévérer dans les recherches et surtout de ne pas céder aux rumeurs effroyables qui circuleraient dans la cité. Peut-on avoir une idée du contenu de ces rumeurs? On a parlé de 1500 tués, je ne sais pas, en Bandandunga. À l'époque, il y avait beaucoup de rumeurs. Il y avait des fausses. Peut-être des juifs. En tant que ton ami, je vais chercher, parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que des innocents seraient comme ça pris, puis voilà. C'est un père qui répond à un autre père. Oui, et sur le dernier paragraphe qui ne manque pas d'intérêt, nous lisons ceci. En ce qui me concerne, je ne ménagerai aucun effort pour entamer des contacts, tous azimuts, que j'espère d'avance féconds. Alors, ma question à ce niveau, mais des contacts avec des ravisseurs que vous connaissez alors, monsieur Dabira? Mais il m'indique que ça se passe, il écrit, il est clair que ça se passe à la garde républicaine. Je m'adresse à la garde républicaine. Connaissez-vous une telle affaire? Non, j'insiste, non. Il revient me voir, je lui dis, mon frère, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je remarque que ce que tu dis au niveau de la garde républicaine n'est peut-être pas vrai. Oui, mais précisément à la JR, vous avez interrogé qui? À la JR, j'ai interrogé les autorités de la JR. Lesquelles? J'ai à l'époque comment on appelle ça, le général Ladoua était absent. J'ai dû avoir, je crois que le colonel Avouko absent. J'ai eu l'adjoint, enfin une personne qui substituait le colonel Avouko à l'époque. C'est à lui que je me suis adressé. Et cet adjoint, comment on l'appelle? C'est eux qui peuvent connaître aujourd'hui. Je ne peux pas aujourd'hui me rappeler son nom. C'est pourquoi c'est l'affaire Dabira et autres. Me connaissant bien, il sait qu'il connaît chez moi, il connaît ma famille, mes enfants. Il sait que j'ai une fille qui doit rester à Paris, qui ne peut pas faire autrement que d'habiter en France parce qu'elle a une greffe de la moelle. Sachant cela, il a joué de méchanceté et dit je l'aurai. Et il a créé l'affaire Dabira et autres. Maître, j'en déduis que rien ne justifiait cet optimisme. En fait, il s'agissait là d'un mensonge blanc, certainement pour consoler son frère, c'est ainsi qu'ils se sont appelés. Vous allez le développer dans vos plaidoiries?
Non, ce n'est pas injurieux. Non plus de la provocation. Merci, Monsieur le Président. La Cour donne la parole à Maître Kouka. Je suis content que le général Dabira ait confiance en la justice de son pays. Vous avez vu vous-même la stratégie adoptée par les accusés. La négation systématique. Alors, Monsieur le Président... Vous rapportez les preuves. Oui. Voilà. Je vous dis que M. Dabira, qui fait confiance en la justice de son pays, ne dit pas la vérité. Il ne fait pas en réalité confiance à la justice de son pays. Le général Dabira est l'un des généraux les plus anciens de l'armée congolaise, depuis l'armée populaire nationale. Ça veut dire qu'il est aussi l'un des généraux les plus rompus, parce que les autres qui sont là, c'est la classe 75. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le général Dabira est l'homme qui maîtrise mieux la situation des forces armées congolaises. Alors, lorsqu'on lui pose la question de savoir s'il y a des geôles à la DEREM, il n'y a pas que la DEREM, il y a aussi la DCRM, il y a aussi la DEREM ZAB et la GR. Comment alors celui qui a grandi avec cette armée, et lui a l'avantage de venir du corps national de la défense civile, comment celui qui a grandi avec cette armée peut venir dire cela? Mais nous aussi, nous avons eu une petite chance de passer par la milice juvénile. Monsieur le Président, il existe bien des geôles à la DEREM ZAB, à la DCRM, puisque le colonel Ntsuru ne l'a pas refusé. Le colonel Ntsuru a dit qu'il y a des geôles, mais pour garder le... Je viens, vous allez organiser un transport sur les lieux. Nous avons, Monsieur le Président, nous avons des témoins pour confondre tous les accusés qui refusent qu'il n'y a pas de geôle. Nous avons des gens, des rescapés de ces geôles. Vous allez organiser un transport sur le lieu. Vous avez vu dans l'ordonnance de transmission de pièces, on parle de ces geôles, on parle également des lieux d'exécution qui existent bien. Est-ce qu'ils ne connaissent pas le lieu au fleuve Congo qu'ils appellent Maribouanga? Vous ne connaissez pas le lieu qu'on appelle Maribouanga? D'accord, non, je ne connais pas de lieux... au fleuve Congo qu'on appelle dénommé Maribouanga. Non, non. Monsieur le Président, la deuxième question est celle-ci. On met une commission en place pour faire l'enquête. Et là-dedans, on parle d'enlèvement. Mais vous pensez que le tri est fait au fleuve, au beach de Brazzaville. Le tri fait au beach de Brazzaville et pour lesquels les personnes sont portées disparues jusqu'à ce jour, ne constituent pas des enlèvements. Alors, votre mission sur les enlèvements portait donc sur qui? Sur quel enlèvement? Nous ne travaillons pas sur la base des rumeurs. Dans tous les problèmes qui nous avaient été soumis, il y avait des dossiers. Et nous avons traité les dossiers qui nous étaient soumis. Vous avez parlé d'enlèvement, de braquage. Mais par la suite, on s'est rendu compte que la plupart de ces enlèvements ont été effectués par les membres de la force publique. Vous avez dit aussi que les ninjas ont attaqué plusieurs fois Brazzaville, Bilolo, Maya Maya, l'académie militaire, bref. Alors, je vais vous poser une question. Les personnes enlevées, les ninjas arrêtés lors de ces attaques, puisque le ministre de la Communication de l'époque, François Ibovi, avait même annoncé que lors de l'attaque de l'aéroport de Maya Maya, le 10 juin
2002, il y avait 103 ninjas arrêtés. Mais où est-ce que vous les avez mis? Puisque la justice n'a été jamais saisie. Voilà de grands bandits que la justice devrait juger. Où est-ce que vous les avez mis et où est-ce que vous avez mis les personnes enlevées? C'est pour arriver à l'existence de Joël, Monsieur le Président. Je crois que il ne faut pas faire semblant de ne pas écouter. Il a été dit clairement ici par le colonel Tchourou que les ninjas qui étaient arrêtés étaient dans les geôles de la DCRM et interrogés à ce niveau. Quand est venue la paix, qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu une partie qui a été libérée et l'autre partie qui aujourd'hui sert dans l'armée. Mais il le sait. Non, je ne le sais pas, mais je vais vous le prouver. Moi, je veux prouver, Monsieur le Président, j'ai de preuves que, au niveau de l'armée, il existe une justice privée. Ils arrêtent. Monsieur le Président, suivez-moi très respectueusement. Je vous suis. Au niveau de l'armée, il existe une justice privée. Voilà comment elle opère, cette justice. On arrête les gens. On les garde dans les geôles, à la DRM ZAB, à la DCRM, à la GR. Comment ça se passe? Ceux qui partent à la GR sont interrogés par un officier, l'officier instructeur. C'est pourquoi je vous disais que je voulais que vous reveniez sur le colonel Mbouassa. Le colonel Mbouassa interroge, c'est l'officier instructeur au niveau de la GR. C'est lui l'officier instructeur au niveau de la GR. Et au niveau de la DCRM également, il y a des instructions qui se font. Et après, ces gens sont exécutés. Vous verrez également des témoins, des rescapés de ces actes. Et vous trouverez également la réponse à la question que le colonel Ntsourou et le général Garcia posaient l'autre jour pour dire « Mais oui, mais il y a aussi d'autres disparitions. » Parce que dans ces geôles, n'y sont pas seulement gardés les ninjas, mais il y avait aussi les braqueurs et d'autres bandits et qui ne sont plus de ce monde. Et eux-mêmes, ils le savent, ils sont là. Ils le savent. Ils le savent, Monsieur le Président. Vous aurez à visiter ces geôles, vous aurez à entendre les rescapés et vous comprendrez le système qui existe dans ce pays. Justement, Monsieur le Président, mais les disparus du Biche ont été gardés dans ces centres-là. Je vais vous donner, s'agissant de la liste, pour des raisons de sécurité, je la remettrai à Monsieur le procureur général sur les témoignages. Est-ce que vous avez entendu parler du lieutenant Mayindou André Mabundu Maye? Non, je ne connais pas le lieutenant Mabundu Maye, en tout cas, j'ai jamais entendu parler. Mabundu Maye, qui a formé la plupart de ces soldats, est inconnu du général Dabira. Ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Ça veut dire que ceux que vous avez ici n'ont aucun remords de ceux qui sont partis. Maintenant, la question que je pose encore est la voici. Vous êtes l'inspecteur général des armées. Et je reviens sur le fait que vous êtes parmi les généraux les plus anciens de l'armée congolaise. Alors, voici la question que je pose. Est-ce que vous soutenez? Le colonel Ntsourou a été très clair dans ses dépositions. Il avait dit qu'en ce moment-là, c'était une période de guerre.
Toumi n'a jamais déclaré que je vous attaque aujourd'hui. Il nous a toujours attaqué par surprise. C'est pas l'avocat, c'est pas Toumi. Hein. Non, mais l'avocat de Toumi est là. Voici l'avocat de Toumi. Mais l'avocat de Toumi est là. Donc Toumi aussi, c'est un citoyen qu'on peut défendre, la preuve. Une autre question. Une autre question, Monsieur le Président. Dans la salle, silence. Voilà, Monsieur le Président. Les ninjas qui déposaient les armes devaient rentrer. Mais est-ce que parmi cette population qui était rentrée au Congo en ce moment-là, il n'y avait que des ninjas? Le président de la République demandait à tout le monde et à tous ceux qui déposaient les armes de rentrer. Et en rentrant chez eux, ils étaient libres. C'est la mission que nous avions reçue de faire que celui qui rentre soit libre. Tous ceux qui rentraient du beach, par le beach, devaient être libres et rentrer chez eux. C'est ce que je sais. Très bien, Monsieur le Président. Puisqu'il y a l'appel du Président, quelle lecture en avez-vous fait de cet appel? En tant que citoyen en ou tant que inspecteur? Responsable de l'armée qui devrait assurer la sécurité de ces populations qui rentraient. Nous avons suivi qu'on est en train de rechercher les éléments du génocide. Soyez-en rassurés, Monsieur le Président, nous y sommes. Mais nous obéissons à votre logique. Chaque accusé qui arrive, nous posons des questions. Nous n'oublions pas que nous sommes des avocats des partis civils. Nous avons nos pleurs, nous avons nos éléments d'appréciation aussi, Monsieur le Président. Voilà ce que je voulais dire d'emblée. Nous sommes là dans le procès, Monsieur le Président. Et nous allons démontrer l'intention criminelle, l'iter criminis. Nous allons le démontrer, Monsieur le Président. La Cour vous donne acte de ces observations. La défense, vous avez des questions? Pas de questions. Accusé Dabira, vous pouvez vous asseoir. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Vous êtes nombreux à nous suivre. Et donc, nous vous prions de vous abonner. Nous vous demandons d'ailleurs de vous abonner pour suivre le déroulement des arrestations et des disparitions de l'embarcadère du beach. Allez, au revoir. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Oh, Maurice, c'est génial. C'est génie. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Oh, Maurice, c'est génial. C'est génie. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service
accueil très hospitalier. Massengo Thiassé vous aime bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran. Vos émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massengo Thiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former, en route pour l'état de droit. Avec Maître Massengo Thiassé. Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former, en route pour l'état de droit. Avec Maître Massengo Thiassé. Radio Forum FM, y a la vérité. Télévision Forum, c'est le droit de l'homme. Radio Forum FM, la voix des sans-voix. Télévision Forum, l'expression des sans-voix. Radio Forum FM, y a la vérité. Télévision Forum, c'est le droit de l'homme. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM 105.8. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Radio de
c'est papa, Toku Misi Olelo, Musungi à droit de l'homme. Opisa Mandé Anabana Congo, Oba Yeba, Tina à droit de l'homme. Adam Sawa Mukuyu Baba, Master Mwana Congo, Bayoka Radio Forum. Radio Forum Yaka chauffé, Fan Club Yaka dansé, émission Yakiri Kirie, Ki César. Radio Forum, Esego na motema, dose peli lelo, yeah. Forum FM, radio de moi, oh. Alors radio de toi, oh. Alors radio de nous, oh. Forum FM, radio de moi, oh. Alors radio de toi, oh. Alors radio de nous, oh. Poto mungali wenze Kalanda kombo masengo Chiriki tere makabandilu Tilula bazo mutabala Insuji kingwari basina Bakongo makelekele sangolo Mayanga majibunga ngalingolo Bayokanga radio koro Akoteya, Akobeta, Midule ya bana mboka. FM radio de moi, oh. Alors radio de toi, oh. Alors radio de nous, oh. Forum FM radio de moi, oh. Alors radio de toi, oh. Alors radio de nous, oh. La voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique. La voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça. La voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique. La voix radiophonique de la fille de son père. De la fille de son père, écoutez ça.